retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette édition de Politiquement Incorrect, votre amphithéâtre dominical. Convoqué par le président de la République, son Excellence Paul Biya, lors de son adresse à la nation, le 10 septembre dernier, le Grand Dialogue National Inclusif a rendu sa copie. Vendredi 4 octobre dernier, la rencontre inédite qui a débuté le 30 septembre 2019 au Palais des Congrès de Yaoundé a mobilisé plus de 600 participants venus des 10 régions du Cameroun et repartis dans 8 commissions constituées d'ateliers, des lieux d'ingénierie susceptibles de produire des résolutions adéquates avec des objectifs SMART, décrisper l'atmosphère sociopolitique, économique et sécuritaire au Cameroun. L'initiative du chef de l'État Paul Biya a d'ailleurs été saluée par la presse et dans l'immense majorité de l'opinion nationale et internationale. Dans cette édition, nous reviendrons donc en première dorsale sur les grandes résolutions des assises de Yaoundé. En deuxième dorsale, nous évoquerons l'enjeu politique et nous tenterons d'apprécier la dimension géopolitique des assises de Yaoundé qui, selon certains, pourrait marquer une étape décisive vers le retour définitif à la paix au Cameroun. Est-ce l'adminicule d'une solution endogène au conflit que connaît l'Afrique? C'est la deuxième thématique qui est inscrite à l'ordre du jour ce dimanche. En troisième dorsale, nous évoquerons l'arrêt des poursuites décidées par le chef de l'État contre 333 personnes interpellées pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Un geste de magnanimité du chef de l'État élargi cette fin de semaine aux responsables et militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, interpellés lors des marches blanches interdites. C'était en janvier dernier. Voilà pour les sujets inscrits en débat dans le cadre de cette émission Politiquement Incorrect. Votre amphithéâtre dominical, le code de conduite reste inchangé. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. À tout de suite. Retour dans ce studio de la télévision du monde pour décliner le profil de ceux qui ont bien accepté d'être avec nous ce dimanche. Nous débutons par Abel Elimbi Lobé. Il est avec nous ce dimanche. Il est là dans le cadre de cette émission pour la plateforme Kaotal. Il a pris part aux assises de Yaoundé, homme politique avisé. Abel Elimbi Lobé, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous-même et bon dimanche à vos téléspectateurs. C'est un grand moment qui vient de se clôturer et je crois d'ailleurs qu'il va ouvrir d'autres grands moments qui ne seront pas une conférence mais qui seront certainement un ensemble d'actions sur lesquelles non seulement les participants mais tout le pays d'une manière générale repose beaucoup d'espoir. Donc, je pense que le chef de l'État a eu le courage de lancer cette initiative. Un certain nombre de personnes qui étaient sceptiques, comme moi-même, je ne voulais pas d'un dialogue. Parce que je posais la question, mais dialogue entre qui? Étant entendu que nous voyons les choses entre sécessionnistes et le gouvernement et le reste de la nation. Mais nous sommes allés vers quelque chose d'inédit dans la mesure où il n'y avait pas de sécessionnistes. Ils ne sont pas venus. Ils ont décidé de ne pas venir, ce qui est une très bonne chose. Parce que la sécession, à mon avis, ne se discute pas. Par contre, le reste de la nation a donc discuté. Les fédéralistes sont venus, ils étaient d'ailleurs très nombreux. Et puis, il y avait nous qui sont venus nous battre pour que l'État unitaire décentralisé reste debout. Et qu'ils connaissent éventuellement les améliorations que les uns et les autres ont pu suggérer. On en parlera, c'est d'ailleurs la première thématique inscrite à l'ordre du jour ce dimanche. Docteur Marcelin Béma est là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci de nous avoir rejoints, docteur. Merci. Et merci aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Merci à la communication
du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui m'a fait l'honneur de les représenter ici ce jour. Merci à tous ceux qui ont participé au grand dialogue et merci aux copains. Juste à proximité de vous, c'est Serge Antonio Guéné de l'association de la jeunesse républicaine. Lui également a pris part aux assises de Yaoundé. Serge, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Good morning, Mr. Sanjo. Good morning to all Cameroonians. We are so happy to be part of this debate this morning, and we expect to bring our idea to consolidate what has done since the 30th on September till on the 4th, because there is a new Cameroon who are coming, and we are sure that something will be greatest who are coming from this opportunity given by the head of state, and for that we expect a lot of things. Nous disons bonjour à tous les Camerounais qui nous regardent, bonjour à tous les téléspectateurs de la LTM Radio Télévision. C'est un honneur d'être là avec ces illustres panélistes. Nous disons surtout merci au président de la République pour cette opportunité inédite et historique. Parce qu'il faut le souligner, ce que nous avons vécu cette semaine, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu de par le monde, notamment en Afrique, au sud du Sahara. Et c'est aussi l'occasion pour rendre hommage au Premier ministre John Gouté, qui a dirigé les travaux du grand dialogue national avec maestria. C'est un grand diplomate que le Cameroun a découvert, que nous, en tant que jeunes, nous avons découvert. Et ça a été aussi une occasion de relever la participation de la diaspora, qui est très impliquée dans ce qui se passe au Cameroun. Donc nous pensons apporter à la lumière de ce qui s'est passé notre contribution forte à ce débat. Il est également avec nous ce dimanche. C'est l'une des coqueluches des médias dont les prises d'opposition et les arguments pertinents suscitent très souvent les débats dans les chaumières. Il s'agit de Bertrand Tassinda. Il est homme politique issu du nouveau mouvement populaire. Bertrand, merci de nous avoir rejoints ce dimanche et c'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois sur nos antennes. Merci M. Sanjo, je suis très honoré. Vous faites partie, comment on va dire, de la crème journalistique de ce pays, de ces jeunes qui ont décidé pratiquement de travailler pour le Cameroun, pour l'Afrique, et vous le faites très bien. Je suis fier d'être parmi vous. Bonjour au grand frère Abel Edni Lobert. Bonjour à M. Onguene, bonjour à mon frère du RDPC. Vous savez, M. Sanjo, je n'étais pas présent en 1961. Je n'étais pas né Fumban. Tout à fait. On m'a raconté Fumban. Et généralement, ceux qui racontent Fumban, vous le racontent en fonction de ce qu'ils veulent vous faire croire. Eh bien, moi, j'ai vécu le grand dialogue. Je pourrais dire que j'étais présent pour ce grand dialogue. Pas physiquement au Palais des Congrès, mais ce grand dialogue, on va le suivre minute by minute. La première des choses qu'il faut dire, c'est que ce grand dialogue aura de conséquences très très importantes. Nous avons la session budgétaire dans quelques mois. On parle de la reconstruction. Je suis un peu opérateur économique dans une autre vie. À quelle sauce allons-nous être mangés? Mais c'est la solidarité nationale. La deuxième des choses, c'est que nous avons le discours du président de la République le 31 décembre. On va le suivre avec beaucoup d'attention parce que c'est là qu'il nous dira véritablement ce qu'il pense du grand dialogue, ce qu'il l'entrevoit et comment est-ce qu'on se projette. La troisième des choses, ce sont les élections qui arrivent. Elles sont certaines. Elles sont certaines, les élections législatives et municipales. Très certainement aussi les régionales. Vous voyez donc que le pays est engagé dans un processus de mon strict point de vue qui fera rentrer le Cameroun dans ce qu'on va appeler la Troisième République. Je ne serais pas surpris que dans les mois, années qui viennent, rapidement, il y ait une modification constitutionnelle. Et souvenez-vous, M. Sanjo, pour chuter par là, le président avait expliqué que ça sera sans doute le septennat le plus important de l'histoire de ce pays. Il faut aussi le comprendre en se disant que l'avenir du Cameroun, peut-être même aussi l'après-président de la République, pourra se jouer au cours de ces septennats. Avant d'entrer dans le vif du débat ce dimanche, rappelons simplement que dans un souci d'équilibre de ce plateau, Salman Bess, qui est juriste et qui est issu du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a bel et bien confirmé sa présence autour de ce plateau ce dimanche, jusqu'à cette heure où nous débutons ce programme. Son siège, vous allez le constater,
est toujours vide. On va donc débuter cette phase d'échange ce dimanche avec peut-être rapidement une réaction d'Abel Elimbi Lobé, lui qui était l'un des acteurs du grand dialogue national convoqué par le président de la République Paul Biya. Abel Elimbi Lobé, que peut-on finalement retenir des assises de Yaoundé au-delà de la mobilisation? L'exercice était un grand moment. Et je pense que ceux qui l'ont conçu ont eu raison de le concevoir. Ils ont même eu raison sur moi. Parce que j'étais de ceux qui pensaient que ceux qui demandaient ce dialogue allaient forcément instrumentaliser le dialogue pour lui donner des dimensions occultes que beaucoup ne voient pas, mais qui s'apparenteraient à une espèce de coup d'État dans le sens des conférences nationales souveraines. Or, j'ai déjà dit que nous avons eu l'opportunité démocratique de renverser le président Biya. Nous avons nous-mêmes fait ce qu'il fallait pour qu'il gagne les élections. Il est hors de question de le renverser. Donc, comme je voyais le dialogue sous ce prisme-là, je n'étais pas pour qu'il ait lieu. Mais ceux qui l'ont conçu ont vu les choses autrement et ils ont eu raison. Mais nous leur avons apporté notre concours pour faire tout et tout pour que, comme le président a dit que le dialogue doit se dérouler dans un cadre constitutionnel, et il avait dit la même chose en 91. En 91, nous n'avons pas obéi. Et ça nous a valu les turpitudes auxquelles nous assistons. Imaginez, est-ce que, M. Sadio, vous savez qu'en 91, j'ai le discours de 91 ici, 11 octobre 91. Le président dit, il va convoquer une grande réunion tripartite, etc. L'ordre du jour, c'est un avant-projet de code électoral et l'accès des partis politiques aux médias. Nous n'avons pas obéi au président. Les gens sont partis faire ce qu'ils voulaient. Et on a poussé à la révision de la Constitution. Et à la fin, ça ne nous a pas profité. Maintenant, il a dit, allez parler de l'unité nationale, de l'intégration nationale, de l'éducation, culture, etc., etc. 8 grandes thématiques. J'ai dit, il faut tout faire pour qu'on obéisse au président cette fois-ci. Qu'on ne sorte pas de ce cadre. Et que tout ce que nous allons faire, qu'on ait une claire conscience du statut de ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire, c'est lui donner nos avis. Et j'entends les gens parler aujourd'hui de recommandations. Je demande à tout le monde de retirer ces mots. On ne fait pas de recommandations à son chef. C'est une mauvaise façon de penser. C'est lui l'élu de la nation. Il y a encore quelques petites poches de velléité, de contestation de la légitimité du président. Moi, je suis pour qu'on le renverse démocratiquement, mais je ne suis pas pour qu'on installe le pays dans une culture sans fin de la contestation des résultats des élections et chacun se permet de dire. Vu comme ça, donc, c'est lui le chef. Oui. Comme il nous a dit de venir réfléchir, on va donc lui donner des avis. Et il faut qu'on sache et qu'on s'entende, nous tous qui étions à Yaoundé. Dans ma commission, il y avait 62 participants. Oui. Même comme dans la salle, tout le monde venait de partout pour encombrer cette commission. On s'est retrouvé là-dedans à près de 1000 personnes parce qu'il y avait des enjeux essentiels. Vous imaginez la question de la décentralisation. Sachant que ce que nous avons produit là, le chef de l'État garde la liberté, au nom des prérogatives que la Constitution lui donne. Oui. De ne retenir que ce qu'il croit être bon pour le Cameroun. Pas pour nous individuellement. Parce que j'espère que nous allons revenir là-dessus. Il y a des tas de propositions que je considère moi-même comme dangereuses pour la nation. On va y revenir. Donc, si des gens, vous savez, la commission de décentralisation, c'est la commission où tout le monde qui veut le fédéralisme est venu. Et avec, pendant les 2 premiers jours pratiquement, des menaces à l'appui. Ceux qui prenaient la parole nous disaient, je vais te surprendre. Oui. Je vais te surprendre. Je vais te surprendre. La majorité des députés anglophones, mais anglophones, qui ont pris la parole pour demander le fédéralisme étaient du RDPC. Ils étaient du RDPC. Et les gens comme les Agbombala et d'autres qui sont venus, ils avaient de façon récurrente un discours. Nous rencontrons les séparatistes. On les connaît. Ce sont nos frères. Nous sommes venus. Il nous faut rentrer avec quelque chose.
Si nous ne rentrons pas avec le fédéralisme, nous sommes morts. Et j'étais de ceux qui n'ont pas accepté ce discours. J'ai d'ailleurs dû répondre à quelqu'un que je suis venu, il faut que je rentre avec l'État unitaire décentralisé. On va y si je revenir, ne rentre Abel. pas avec ça et la protection des populations autochtones, je suis mort. On va donc revenir sur les résolutions des assises de Yaoundé, mais on va passer la parole au docteur Marcelin Bema, qui est là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je voudrais retenir, avant d'entrer dans le vif du débat sur cette première problématique, retenir qu'Abel indique qu'il n'y avait pas de sécessionnistes. On a quand même pu voir qu'au-delà des 30 qui ont exécuté l'hymne national en version de Shakespeare, lors de la cérémonie d'ouverture, ont été rejoints par d'abord 5 combattants de la région du Sud-Ouest, issus de l'État virtuel, et puis 9 autres également se sont retrouvés à Yaoundé pour prendre part au grand dialogue national. Est-ce qu'à partir de ces indicateurs-là, on ne peut pas dire qu'il y a effectivement des sécessionnistes qui ont pris part à ces assises-là? Effectivement, c'est de ça qu'il est question. On a dit, le chef d'État a convoqué tout le monde et toutes les différentes parties ont été représentées. Bon, nous les avons vus arriver au fur et à mesure que le dialogue... C'est vrai que les gens ont eu peur au départ, voilà, pour ce que les gens disaient dans les médias, que la parole du chef de l'État ne vaut rien. Nous avons constaté qu'elle vaut vraiment quelque chose. Parce qu'au fur et à mesure que le dialogue avançait, au fur et à mesure, nous avons vu les gens revenir, sortir de la brousse. Et donc nous les avons reçus, ils ont été rassurés. Donc, par rapport à ce grand dialogue, nous restons dans la logique du cadre constitutionnel que le chef de l'État lui-même avait mis en place. Voilà, parce qu'il a impulsé et le Premier ministre a dirigé les débats. Nous avons été aussi fiers du fait que, vu la déclaration au finish de Monseigneur Toumi, qui était radical, qui s'est prononcé par rapport à la qualité du choix de sélection des membres des commissions. Parce que c'est ça qui a d'abord voulu penser que, faire croire que bon, c'était une affaire du parti. Mais nous avons vu quand même que le Cameroun peut faire de très bonnes choses avec le Cameroun. Ça veut dire, vous avez un problème dans la famille, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne gérer le problème de votre famille. Étant dans la famille, les Camerounais se sont assis, les Camerounais ont discuté, les Camerounais ont été sincères et nous avons vu des résultats. Nous avons passé une semaine intense, tout le monde, ceux qui étaient sur place et ceux qui n'étaient pas là, nous qui étions en back-office, nous avons assisté, nous avons participé. Et la fierté, c'est que tous ceux qui se sentent avoir produit quelque chose sentent entrer dans l'histoire. Nous sommes contents d'être entrés dans l'histoire parce que le président nous a donné la possibilité, comme disait tout à l'heure le frère, en 62, nous n'étions pas là. Et nous n'avons pas lâché le lest pour que cette fois-ci, nous avons pu y être, nous avons pu assister. Nous sommes contents parce que à ce jour, nous voyons que le dialogue a été un succès total. Un succès total. Et nous qui avons participé de près ou de loin, nous sommes contents d'avoir participé, que le pays est resté debout. Donc, quand tu as dit que les sécessionnistes, non, les sécessionnistes étaient là, tout le monde ne peut pas venir au grand nombre. Il y avait un nombre bien défini. Serge Anthony Nguéné, sur ce dialogue, avant qu'on en arrive aux différents avis qui émanent des 8 commissions qui ont été mises sur pied, d'abord, puisqu'il s'agit des thématiques pour certains d'intérêt national, est-ce qu'il n'y a pas un goût d'inachevé quand on sait que la plupart des délégations venaient des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Nous avons, j'ai personnellement discuté avec, échangé avec le ministre Félix Mbayou, qui était le secrétaire technique du grand dialogue national. Vous savez, le président, dans sa sagesse, a su introduire une subtilité qui n'a pas été grandement évoquée. Elle était celle-ci. Nous étions portés sur la résolution de la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Ça, de façon spécifique, il faut qu'on le comprenne. Et il fallait donner la parole à ceux de ces régions-là prioritairement. Voilà pourquoi les quotas de 65% ont été retenus pour les personnes du sud-ouest, qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient des nationaux. Donc ça, c'est un élément très important à souligner, qui renvoie à ce que les débats ne pouvaient donc pas être faussés du fait qu'ils ont été massivement représentés.
mais Monsieur Elimbi Lobé l'a bien dit, c'était une grande palabre nationale, c'est ce qu'il faut retenir. Oui. C'était une grande palabre nationale pour exorciser le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que nous traînons depuis 13 ans. Et la mobilisation, parce qu'il faut donner des chiffres, le format était à 400 personnes environ. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, on est allé à pratiquement à 700 personnes. Ça veut dire qu'il y a une ouverture qui s'est faite de par ces gens qui sont arrivés, d'autres sont venus, que ce soit de la diaspora, que ce soit du Cameroun, qui n'ont même pas été invités, mais on a ouvert des couloirs pour qu'ils puissent participer, parce que l'enjeu, c'était le Cameroun. Et cet enjeu-là, il a été mis au devant de la scène, et je pense que c'est une note qui prouve à suffisance que le Cameroun a décidé de se hisser au panthéon des grandes nations dont les fils peuvent se rassembler, peuvent se retrouver, peuvent se parler. Et les sujets qui ont été évoqués rentrent naturellement dans le cadre de ce qui a été prescrit par le chef de l'État. Et cela a donné libre cours à la parole, à qui veut la prendre, à qui veut dire ce qu'il est venu dire. Oui. Et ça a été aussi des moments forts. Oui. Mais j'aimerais surtout saisir votre occasion pour dire que ça a été un savant mélange entre des gens d'expérience. Vous avez le Tif Moukete qui a 100 ans, donc qui connaît mieux l'histoire du Cameroun, qui a été l'une des premières personnes à la suite du former Premier ministre Tif Moussongué à prendre la parole. Voilà. Et il a relaté la marche du Cameroun. Parce que, comme l'a souligné, je pense, Bertrand Tatinda sur ce plateau, oui. Par moment, l'histoire du Cameroun n'est pas bien relatée, n'est pas bien racontée. Même par ceux qui entretiennent cette crise ou alors qui la soutiennent, et de par leurs différentes positions. Donc, vous voyez qu'on a mis ceux-là qui ont l'histoire du Cameroun, on a mis l'Église, le cardinal Toumi qui était au départ radical, on a mis des enseignants, le professeur Mounzou était là. Donc, c'est des sommités qui se sont retrouvées et vous allez constater que sur les 8 commissions, quasiment 6 commissions, c'était des gens de la région du Sud-Ouest qui tournaient, Sud-Ouest et Nord-Ouest, qui étaient à la présidence de cette commission. Ça veut dire, ça a été bien pensé, comme l'a si bien dit les autres copanélistes, et c'était un grand succès. C'était un grand succès. Bertrand, sur ce dialogue-là, j'aimerais qu'on s'arrête un temps soit peu sur la cérémonie d'ouverture qui a été marquée par une série de discours. Mais le discours du sénateur Sultan Roi des Bamoun est celui qui a été très évoqué par la presse. Il a évoqué la question de l'alternance au pouvoir en parlant de la limitation des mandats, entre autres. Comment vous avez accueilli qu'un sénateur issu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais tienne à ce moment précis un tel discours? J'ai été surpris, étonné. Pas parce qu'il prononçait. J'étais étonné parce que je ne savais pas comment je vais dire à quel titre il parlait. Est-ce que c'était un roi qui parlait? Est-ce que c'était un sage qui parlait? Est-ce qu'en quelque sorte, il transmettait un message? Est-ce qu'il parlait en tant que responsable du bureau politique du RDPC? Donc ça, c'était difficile pour moi. Je ne suis pas militant du RDPC. Mais en même temps, c'est vrai que c'était un grand dialogue. Mais comme le grand frère Elimbi l'a dit, le grand dialogue était cadré. On n'était pas dans une constituante pour réfléchir véritablement sur comment il faut modifier la constitution. Vous parlez d'une limitation de mandat. Aujourd'hui, dans la constitution du Cameroun, ne prévoit pas de limitation de mandat. Ça veut dire que s'il faille aller à une limitation de mandat, il faut aller vers une modification constitutionnelle. Or, le président l'avait déjà dit, que la constitution en l'état était le cadre juridique du grand dialogue. Vous savez, M. Sanjo, il faut dire certaines choses, parce qu'il y a certaines choses qui nous démangent. Le grand dialogue a scellé l'échec de la sécession. La sécession a échoué. Ceux qui ont vendu cette aventure criminelle ont échoué. Et ils ne pouvaient pas être là. Parce que le président va leur dire que si vous avez un argumentaire, si vous avez quelque chose à dire, je prends sur moi, le chef de l'État, de garantir votre sécurité. Venez au grand dialogue. Et ils allaient rencontrer les Abel Elimbi Lobé, les nous, c'est-à-dire les représentants du NNP, ceux du RDPC, les grandes forces sociales du Cameroun. On allait se parler avec les Akwanga.
et dire que non, on allait donner un certain nombre d'éléments parce que c'était la grande palabre. La deuxième des choses du grand dialogue, M. Sanjo, c'est que le grand dialogue a consacré la victoire du nationalisme camerounais, la fierté d'être camerounais. Toutes les forces politiques, sociaux, culturelles, elles étaient près de 700. À la tripartite, on parle de 350. C'est-à-dire que succès total, c'était largement, il y avait beaucoup plus de représentativité en fait de tous les corps sociaux qu'à la tripartite. Victoire. Et en fait la victoire de l'armée nationale. Donc à partir de là, le RDPC s'est retrouvé au grand dialogue en tant que parti politique républicain. Il ne faut pas oublier que c'est le président de ce parti qui est le chef de l'État. C'est eux ils ont une majorité à l'Assemblée nationale écrasante. Ils sont majoritaires au Sénat. Monsieur Alain Blumbe va peut-être me démentir. Ils sont majoritaires dans la gestion des villes au Cameroun. Donc c'est une force politique de premier plan. Il était normal véritablement que même quand vous allez à un certain dialogue, vous ne tenez pas compte d'eux, même de leurs recommandations. Mais vous tenez compte d'eux. Pourquoi? Parce qu'après ce grand dialogue, ils vont se réunir au sein de leurs instances. Ça va discuter. Et au sein de leurs instances, ils vont remonter un certain nombre de recommandations de comment eux, ils interprètent le grand dialogue maintenant au chef de l'État, qui n'est pas lui, à ce moment-là, président national du RDPC, mais qui est chef de l'État. Et quand le président va dire qu'il va prendre un certain nombre de recommandations, il le prendra aussi en fonction du fait qu'il est président et chef d'un parti politique. L'autre chose qu'il faut dire, ce qui est très important, c'est que ça a clarifié le jeu politique. Et nous en sommes très contents, grand frère Abel et Limbi Lobé. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair. Nous avons ce que nous appelons, nous n'insultons personne, les sécessionnistes maquillés. Les crypto-sécessionnistes. Pourquoi je le dis? C'est tout simplement des gens qui soutiennent la sécession, mais qui n'ont pas, comment je vais dire, de couilles. Et qui se cachent derrière un certain nombre de problèmes d'ordre social, c'est-à-dire que les revendications républicaines, et pour véritablement mettre en même temps le pouvoir dans une situation compliquée et souhaiter en même temps que cette sécession rende le septennat de M. Paul Biya relativement ingouvernable. Ça, véritablement, il faut être clair. Et ce camp-là a pour allié moins d'1% de personnes qui s'appellent ONG. On ne sait pas à quel camp ils appartiennent. On ne sait pas pour qui ils roulent, les agendas qu'ils ont, mais ils prennent des positions politiques. ONG, c'est organisation non gouvernementale. Ça veut dire que véritablement, on est là pour parler des problèmes sociétals. On ne prend pas position. Vous avez les ONG qui parcourent le monde pour demander la libération des gens qui ne veulent pas respecter le Conseil constitutionnel. Et à côté, vous avez les forces politiques progressistes et les républicains du Cameroun, dont le grand dialogue a clarifié le jeu. Quand vous prenez la parole aujourd'hui au Cameroun, véritablement, très vite, on se rend compte à quel camp vous appartenez. Donc, M. Sanjo, il y aura un avant-grand dialogue et un après-grand dialogue. Abel Limbi Lobé, j'aimerais qu'on entre rapidement dans le cadre des principales résolutions à retenir de ces assises de Yaoundé. D'ailleurs, le rapporteur général du Grand Dialogue a évoqué quelques-unes des résolutions qui ont filtré au terme des assises de Yaoundé. Commençons peut-être par la commission de la décentralisation, le Cameroun restant en état unitaire décentralisé de par la loi fondamentale actuelle. Il y a la question du statut des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun qui suscite désormais le débat et certains pensent qu'on pourrait avoir un glissement vers les autres régions. Cette résolution était-elle suffisamment mûrie au sein de cette commission-là? C'est un avis qui a émergé mercredi. Alors que nous étions dès mardi déjà, lundi après-midi d'ailleurs, sous une espèce de chantage que j'ai décrit tout à l'heure, où la diaspora anglophone, un certain nombre d'acteurs politiques anglophones, pour l'essentiel, comme je l'ai dit, RDPCistes, faisaient revenir l'idée que s'ils rentrent sans la fédération, c'est que les choses vont s'empirer. Mais le clash qu'on dit, qu'il y a eu une espèce de bagarre entre moi et d'autres personnes, en fait, ce n'était pas une bagarre. Mercredi, la revendication sécessionniste semblait s'estomper.
C'est-à-dire que j'ai le sentiment, nous avons eu le sentiment que les gens qui avaient à l'idée ce petit chantage voyaient que ça n'allait pas passer et commençaient à édulcorer leurs revendications. C'est à ce moment-là que l'ancien ministre Akame Fumu est entré en jeu, un jeu qui ressemble à celui du sultan Bobo Dioula, qui sont des jeux que je n'aime pas. Que je n'aime pas. Le ministre Akame Fumu s'appuie sur l'article 62 de la Constitution, qui dit que le régime général, parce qu'il faut rappeler que l'article 62 est dans le titre 10 de la Constitution. Le titre 10 de la Constitution parle des collectivités territoriales décentralisées. Et l'article 62 dit donc que le régime général ci-dessus s'applique à toutes les régions. Donc le régime général, c'est tout ce qu'on a dit avant, qui est général, qui concerne toutes les collectivités sans distinction. L'alinéa dit, sans préjudice des dispositions prévues au présent titre, la loi, pas la Constitution, la loi peut tenir compte des spécificités de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement. Le ministre Akame Fumu s'appuie donc sur ça pour proposer que on ait en lieu et place du fédéralisme qu'on donne aux anglophones un statut, aux régions anglophones, un statut particulier dont il ne donne pas le contenu. Et le maire de Konsamba Premier, M. Oumarou, prend la parole pour dire la réserve, la retenue, la distance qu'il nous faut prendre par rapport aux régimes spéciaux. En disant, si vous faites un régime spécial pour les collectivités territoriales du nord-ouest et du sud-ouest, il y a beaucoup de raisons pour que d'autres collectivités territoriales demandent des régimes spéciaux. Même par mimétisme seulement, le mot qu'il a utilisé, c'est le mot mimétisme, en disant il faut craindre que même par mimétisme, d'autres personnes ne viennent à demander des particularismes. J'ajoute là-dedans donc que l'une des raisons, justement, qui me motive à souhaiter, je suis déjà en prière, parce que c'est le chef de l'État qui va choisir. Oui. Qu'ils ne choisissent pas de donner des régimes spéciaux. Des régimes spéciaux. Pourquoi? Parce que premièrement, un statut particulier ne peut pas se reposer sur un fait colonial. Oui. Parce que si c'est sur le fait colonial que vous voulez reposer le statut particulier, alors il y aura deux statuts particuliers. Un qui repose sur le fait qu'une partie qui jouira de ce statut particulier a été colonisé par l'Angleterre. Mais à partir de ce moment, l'autre partie qui a été colonisée par la France a aussi droit de demander un régime spécial. Or, nous sommes dans la dynamique d'élimination dans nos affaires de l'impact de la colonisation. Nous sommes en train de construire la nation en faisant en sorte que tout ce qui a pu handicaper la marche vers la construction nationale soit relégué au second plan. On ne peut donc pas réactualiser tout le temps les divergences qui ne nous sont pas propres, qui ne sont pas anthropologiques. Je voudrais ajouter autre chose. Pour chuter, Abel. Pour chuter. En lieu donc et place de ce régime spécial, moi j'ai fait une proposition parce que j'appartiens à ceux qui savent que la crise au nord-ouest et au sud-ouest, elle n'a pas un soubassement anthropologique. C'est là où le discours du Fonds Mukete prend toute sa plénitude. Quand le Fonds Mukete dit, la fédération a échoué, il ne le dit pas comme vous et moi. Moi, je suis votre aîné ici, j'étais là quand il y avait la fédération. J'avais seulement entre 0 et 12 ans. Et bien sûr, à 12 ans, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais j'étais au moins là. Vous n'étiez pas là. Même Agbombala qui est venu me voir après, je lui ai dit la même chose. Quand le Fonds Mukete, 101 ans, parle au moment de la construction de la fédération, il a dit
il était déjà directeur général de la CDC. Donc, il a vu l'affaire. Il dit la fédération a échoué. Et elle n'a pas échoué à cause des francophones. Elle a échoué à cause des malentendus entre le nord-ouest et le sud-ouest. Et ce sont les leaders du nord-ouest et du sud-ouest eux-mêmes qui sont venus voir Ahidjo pour demander à Ahidjo de procéder aux arbitrages. Quand vous avez posé ce principe-là, vous comprenez donc que ce qui a alimenté les rêves de grandeur des sécessionnistes dans lesquels les fédéralistes ont voulu s'engouffrer, c'est le pétrole. Le pétrole de Bakassi, que Paul Biya et tous ceux qui l'ont accompagné dans cette bataille, dont les Maurice Kamto et les autres, ont pu sauver pour que ce pétrole n'aille pas au Nigeria. Maintenant que le pétrole est ici, des velléités de toutes sortes alimentent la sécession. D'où la proposition que j'ai faite. Très bien. De donner, non pas un régime spécial, mais une redevance minière. Créer une redevance minière, à l'exemple de la redevance forestière, qui avait été créée pour que les régions où l'exploitation forestière se déroule aient une partie du revenu de cette exploitation-là. Faisons donc la même chose. Créons une redevance minière, qui n'est pas une redevance seulement du pétrole, mais une redevance qui va permettre qu'une partie du pétrole exploité dans la région du nord-ouest reste pour alimenter les collectivités territoriales du nord-ouest, du sud-ouest, et puis l'autre partie va faire la péréquation de la solidarité nationale. Et si on le fait pour le pétrole, on le fera pour l'or, qui sont à l'est, qui commencent à sortir dans le centre avec Ezeka. On le fera pour le diamant, on le fera pour le fer de Mbalam, on le fera demain ou après-demain pour l'uranium à l'extrême nord, le cobalt et tout ça. Donc, que chaque localité tire profit de l'exploitation minière qui peut se dérouler sur son sol. Ceci en rapport avec la demande récurrente des maires et de certains conseillers municipaux qui étaient dans la salle, qui posaient la question des ressources financières des collectivités territoriales. Docteur Marcelin, je n'étais pas tout à fait d'accord. Docteur Marcelin Bima, sur les résolutions de cette commission de la décentralisation et du développement local, je voudrais quand même me référer sur les propos tenus dès l'entame de cette émission par Abel Elimbi-Lebek, qui insistait sur le fort courant fédéraliste qui a pu être observé au cours des assises de Yaoundé. La question du statut, qui fait partie des résolutions de cette commission-là, est aujourd'hui au cœur de toutes les polémiques. Est-ce que le RDPC n'y a pas contribué à travers les dispositions de la loi fondamentale tant évoquée, qui confère à certaines régions ces statuts? C'est ce que je voulais dire, que les commissions du Grand Dialogue National ont fait que des recommandations. Ce ne sont pas des résolutions. Oui. Voilà. Et puis nous savons que dans la Constitution, il y a l'article 54, alinéa 2, qui évoque cela. Oui. Donc, quand les gens ont proposé le statut spécial, vous savez que le grand débat a été dans... Vous avez dit article 54, vous avez trompé. J'ai dit 55. Ah, 55. Oui, alinéa 2. Allez-y. Oui, j'ai dit 55, alinéa 2. Donc, ce qui est un problème véritable, c'est la sémantique. Parce que quand on demande à quelqu'un de définir ce que c'est que le fédéralisme, on déclare, on veut le fédéralisme. On déclare, on veut les régimes spéciaux. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors que nous sommes encadrés par la Constitution. La Constitution définit tout cela. Je pense que, comme nous étions dans un débat où il fallait sortir avec quelque chose, et que les gens insistaient, parce que nous qui étions en back-office, nous avons suivi que c'était très houleux. Oui. C'était très houleux parce qu'à un moment donné, on nous a même dit qu'il n'y a rien à faire s'il n'y a pas de fédéralisme. Qu'il n'y avait rien à faire. Donc nous avons pensé à dire aux gens que dans le fédéralisme même, dans le contenu, qu'est-ce qu'on va y mettre? Dès qu'on va trouver ce qu'on va y mettre. Parce que quand vous demandez aux uns ou aux autres, on semble aller dans le même sens, nous tous. Mais c'est l'expression qui est en train de déranger. Donc je pense que on a fait des recommandations et que, comme le Premier ministre l'a si bien dit, le grand dialogue continue. Les gens vont s'asseoir, les experts vont s'asseoir, ils vont trouver ce qui est bien pour le Cameroun. Effectivement, parce que ça n'a pas été encore arrêté. Et je pense que nous ne sommes pas tous d'accord pour cela, parce que, comme vient de le dire
l'aîné Abel Elimbi Lowe. Si on donne un régime social à quelqu'un, les autres régions vont aussi réclamer. Et ça peut aussi être possible. Tout le monde aura son régime spécial. Ah oui, tout le monde peut avoir. Donc je pense que ce n'est pas encore fini. Nous n'allons pas encore vers la conclusion de cette commission. Et nous pensons que les experts vont nous trouver quelle est la voie qui est la meilleure. Bertrand, sur cette résolution relative au statut des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, vous avez le sentiment qu'on a fait le bon diagnostic au sein de la commission de la décentralisation? Première question. Deuxième question, peut-on véritablement accélérer le processus en 6 mois au regard des résolutions qui ont été prises, dont certaines sont d'ailleurs polémiques? Monsieur Sanjo, on a fait le très bon diagnostic. Ça veut dire que depuis 1996, quand c'est la Constitution qui en fait régit en fait le fonctionnement de l'État a été mise sur pied, on ne peut pas le nier. Il y a eu de la mauvaise volonté, il y a eu, comment je vais dire, une forme même de sabotage de ne pas aller et de ne pas appliquer cette décentralisation. Donc ça c'est clair. Et nos amis du RDPC, notamment ces personnes dont M. Elimbi Lobe parle, parce que j'expliquerai qu'il y a un enjeu en ce moment au sein du RDPC entre la vieille garde qui ne veut pas que les choses bougent tellement et la nouvelle garde qui ne se reconnaît plus en fait par le comportement, les attitudes de certaines élites. C'est en ça aussi qu'il faut interpréter les discours en fait de M. Bonbon Dioya et de M. en quelque sorte M. Akamo Fumu. Parce que on a l'impression que quand il parle relativement à un électorat du RDPC qu'il souhaite plus tard relativement domestiquer. On se demande même si le grand dialogue ne va pas servir de prétexte au président pour se débarrasser d'un certain nombre de caciques. Ça, c'est la cuisine interne du RDPC. Ce sont mes amis, on en discute. La deuxième des choses qu'il faut dire, je suis d'accord avec le grand frère Elimbi Lobe. Vous faites une situation de statut spéciaux pour 2 régions. Si ce n'est pas bien ficelé, nous, NNP, nous attaquerons ça devant les instances. On attaquera devant les tribunaux. Parce que la Constitution consacre l'égalité en droit et en devoir. Nous n'allons pas accepter ces histoires qu'on voit aux États-Unis, les grands électeurs, les moyens électeurs, les sous-électeurs, où un individu a 1 500 000 de voix de moins qu'un autre et nous explique qu'il a gagné l'élection. Monsieur Trump et Madame Hillary Clinton. Monsieur Trump avait 1 500 000 de voix en moins. Il est chef d'État. Alors que eux, ils nous disent que la démocratie, c'est par essence la loi du plus grand nombre. Ça veut dire que est choisi, est vainqueur, celui qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Qui peut comprendre? Personne ne comprend le système américain. Ne l'appliquez pas au Cameroun. Deuxième des choses, personne ne nous démontre de façon irréfutable qu'aujourd'hui, vous mettez le fédéralisme au Cameroun, les vérités sécessionnistes cessent. Personne ne nous le démontre. Moi, je suis scientifique. C'est ça. C'est-à-dire que chez nous, c'est-à-dire en physique des particules, à partir du moment où une théorie ne marche pas dans un cas, il devient un mensonge. Mais vous nous le démontrez comment? Deuxième des choses, la Constitution de 1961 se contredisait. Vous la mettez aujourd'hui au Cameroun, le pays devient ingouvernable. Crise politique sur crise politique. Je l'ai un peu lu. Elle était vide. C'est la Grande-Bretagne, la France qui tenait les ficelles. En 61, les conseillers politiques d'Aïdjo étaient français. Monsieur John Gunfocha, pareil. Et par un système de indirect loot, on avait coopté quelques familles au nord-ouest, quelques familles dans le sud-ouest. On leur donnait l'impression qu'ils participaient à la vie politique. Tout se tenait à Londres. D'ailleurs, avant la conférence de Fumban, ils iront à Londres discuter et se mettre à genoux devant un petit fonctionnaire anglais. Comment veut-on aller vers l'unité de ce pays et vouloir consacrer en quelque sorte le banditisme du droit international de 1916, M. Abel Elimbi Lobe? C'est-à-dire cette séparation où sur la base de rien du tout, des gens véritablement, sur le rapport de force décident, tu prendras 4/5 du Cameroun, je prendrai 1/5 du Cameroun. Et on donne un statut social. La région de l'Est du Cameroun, c'est 45% du potentiel minier du Cameroun. J'ai fait un peu la région de l'Est. Le degré de misère qu'il y a dans cette région, ils ne méritent pas eux. S'il faut même parler de statut, de statut particulier, excusez-moi, on fait d'abord allusion à ce. L'extrême nord, on parle aujourd'hui de pratiquement près de 40 000 de ces enfants qui vont mourir. Aujourd'hui, ils vivent dans l'épouvante, l'extrême nord. Nos frères de l'extrême nord. Sous Solarzé, depuis pratiquement 10 ans, c'est la dernière région
classés par l'Office national du bac, c'est pas qu'ils sont abrutis. On ne naît pas congénitalement plus intelligent que l'autre. C'est quand on voit l'évolution politique, sociopolitique de ce pays. Oui, il faut dire qu'à un moment donné, nos amis du RDPC ne se sont pas beaucoup occupés, en fait, d'un certain nombre de régions. Vous faites comment? Nous n'allons pas l'accepter. On ne peut pas consacrer cette histoire-là. C'est-à-dire que de donner des statuts spéciaux. Je prends un exemple. Le littoral, M. Abel Belobé. Le littoral, c'est 80% du potentiel industriel du Cameroun. Pourquoi le littoral ne peut pas avoir un statut spécial? De par ses possibilités sur le plan économique. Parce qu'on n'a pas seulement à parler de statut spécial à partir du moment où il y a la pauvreté et il y a ce que les gens appellent marginalisation. On peut aussi demander un statut spécial parce que véritablement, on pèse dans le budget. Quand vous prenez les recettes budgétaires, le littoral, c'est 70 à 80% de recettes budgétaires. Le littoral peut dire qu'à partir de là, je peux avoir un certain nombre d'aménagements. C'est pour ça que M. Alain Belobé, vraiment, j'aurais été dans cette commission, j'aurais félicité ce maire de Konsamba qui a tiré en quête une forme d'attention attention par rapport à ce statut. Voilà ce que nous pouvons dire relativement. Je vais même plus loin. J'embraye peut-être sur un autre sujet. J'ai lancé comme ça à la volée que bientôt, là, la loi budgétaire va arriver à l'Assemblée. Moi, j'ai mis à l'idée de monter un demi-point de TVA sur 3 ans. Oui. Je donne une idée rapide comme ça. En montant un demi-point de TVA, c'est un impôt injuste parce qu'il est payé au même titre par le milliardaire que par le plus malheureux. Mais ça permet sur 3 ans de dégager suffisamment d'argent. Nos techniciens sont en train de faire un calcul pour amorcer déjà une forme de reconstruction dans le nord-ouest et du sud-ouest et aménager l'intégration des populations qui ont fui en Banga où il n'y a pas de pour les accueillir, à Douala et partout. Donc voilà des idées qui peuvent permettre rapidement une péréquation pour équilibrer cette région et relativement permettre à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest d'aller un peu mieux et d'aller vers la résolution de la crise. Serge Anthony Onguéné, sur les résolutions de cette commission, on va sortir avec vous, celle de la décentralisation et du développement local. Il y a également la question de la mise sur pied des régions dans les brefs délais. Ça peut être une solution pour une décrispation de l'atmosphère dans ces régions-là. Mais les régions existent déjà. Sous la forme élective, elles n'existent pas. Bien sûr. Ce qui en découle, notamment la suppression des postes de délégués, ou bien même l'élection. L'élection est prévue, si je ne me trompe, dans les mois à venir. Donc, il est tout simplement question d'une mise en route. Et vous verrez que dans le cadre des recommandations, la question de la célérité a beaucoup été évoquée. Que ces recommandations qui ont été faites, que celles qui seront au finish retenues par le président de la République soient implémentées le plus rapidement possible. Et il est important que ce soit fait ainsi, parce qu'effectivement, elles participent de décrisper la difficulté que nous avons en ce moment. Parce que si nous n'allons pas aussi vite, vous voyez que les espoirs vont retomber, parce que la ferveur qui s'est dégagée au Palais des Congrès, au travers de toutes ces centaines de personnes qui étaient là, témoignait d'une volonté à vouloir résoudre un problème qui nous cause une catastrophe indescriptible, un gêne total. Donc, le temps joue et nous devons nous jouer du temps pour faire avancer et pour sortir réellement de cette crise. Donc, moi, je pense que, à titre personnel, que faire en sorte que les régions, dans la forme qui est inscrite dans la Constitution, se mettent en place, c'est quelque chose de judicieux. Et j'ai surtout apprécié la question de la suppression des postes de délégués du gouvernement. C'est vrai qu'il n'y en a pas dans toutes les régions et dans toutes les villes. Il y en a 14 mais vous verrez que dans une grande ville comme Douala, qui est une ville cosmopolite, il faut faire sauter ce type de verrou. Parce qu'on veut aujourd'hui une relation directe entre les gouvernants et les populations. Alors que ces schémas, comme l'a relevé, je pense, M. Tatinda, qui revêt un peu de l'esprit colonial, nous limite beaucoup. Aujourd'hui, nous devons aller directement vers ce qui contente d'abord le peuple, parce qu'il est question aussi de contenter le peuple, parce que tout ce qui a été fait à Yaoundé vise à contenter, à rassurer le peuple. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ne sont pas rassurés sur ce qui est leur avenir, parce que le degré de précarité, les difficultés, vous voyez comment la population souffre, la misère.
interroge les gens. Et c'est ce qui justifie quelquefois, malheureusement, les débordements, les égarements, comme ce qui se passe dans la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que quand vous suivez mes deux aînés qui ont parlé, personne ne peut vous expliquer fondamentalement pourquoi ils s'engagent. Personne ne peut vous expliquer pourquoi ils soutiennent le fédéralisme. Ils ne comprennent même pas ce que c'est le fédéralisme. Qu'est-ce qu'il y a dans le fédéralisme? Donc, nous sommes arrivés dans un module où c'est des concepts que l'on nous vend, au lieu de nous mettre en place des schémas directeurs clairs qui permettent à ce que chacun se retrouve, chacun se reconnaisse et qui impactent véritablement sur la vie des citoyens, sur la vie des populations, sur la vie des Camerounais. Donc, il faut absolument mettre sur pied la question des régions dans la forme qui est inscrite dans notre constitution et que les élections avec les municipales qui arrivent, les législatives, que tout ça puisse s'en suivre. Parce que, Monsieur Sanjo, n'oubliez pas que nous sommes en crise. Et il y a quand même la rareté des finances. C'est pas parce que le Cameroun arrive à être assez résilient, et je pense que c'est quelque chose à saluer, que nous allons organiser les élections tous les 6 mois avec les coûts que cela renvoie. Non, c'est énorme parce que nous voulons des choses, mais ayons des formats à la camerounaise comme ce grand dialogue national qu'a convoqué le président de la République, qui est inédit. Et je profite de votre antenne pour dire qu'il y a le Bénin qui vient d'emboîter le pas au Cameroun. Donc, le Mali oui, donc, même. Nous parlerons Cameroun, de la dimension géopolitique et les enjeux politiques même des assises de Yaoundé, mais j'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur les résolutions. Abel Elimbe-Lobert, vous étiez au cœur des assises de Yaoundé. Quelles sont les résolutions les plus importantes qui vous auront marqué? On a parlé de celle de la décentralisation, qui est l'une des commissions que vous avez, dans laquelle vous avez assisté. Alors, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué au cours de ces assises de Yaoundé en termes de résolution? Première question, Abel. Deuxième question, est-ce que ces assises, bien qu'historiques, vous avez le sentiment que l'on a amorcé un pas vers la désescalade et la paix au Cameroun, notamment dans les régions chrysogènes? Alors, les résolutions les plus importantes. Il y a eu des résolutions qui visent à consolider la trajectoire historique qui a déjà été faite. Vous savez, je vous ai gardé ici. J'espère que j'ai ça là. Voilà. Vous voyez, ça c'est mon certificat d'études primaires que j'ai amené ici. Hein? Alors, regarde ça. Il date de, je crois, 75. Il est bilingue, n'est-ce pas? Vous voyez? Certificat d'études primaires, First School Living. Voilà. Vous voyez que ceux qui gouvernent à ce moment, ils avaient déjà eu à l'esprit que les documents officiels doivent être bilingues. Voilà. Et il y a une commission sur le bilinguisme, justement, qui a suggéré que l'État revienne à ça. Parce qu'entre-temps, l'État avait cessé de faire ça. Vous voyez, voici mon BPC. Il n'est pas bilingue. Voilà, mon BPC. Il est écrit en français. Alors que, quelques années avant, on était déjà dans les diplômes écrits. Voilà mon probatoire, il n'est pas bilingue. Hein? Bon, ça m'a amené même à aller revoir encore un peu tout ça. Pour dire que la commission sur le bilinguisme a demandé quelque chose d'essentiel pour égaliser les citoyens. Vous voyez, il faut que le diplôme, quand je l'ai, qu'il soit un diplôme camerounais, différent du diplôme sénégalais. Pourquoi? Parce que le Cameroun parle à la fois en français et en anglais. Mais en même temps, et c'est le paradoxe de notre pays, j'ai dit, mais les actes d'état civil, vous voyez, les actes d'état civil, le mien qui est de 62 est français. Il est français. Moi, je suis en République, je suis en République fédérale. Il est en français. Mais celui de mes enfants, vous voyez, tous ces actes de naissance sont bilingues. Hein? Donc, il y a eu un peu comme une politique qu'on ne suivait pas très bien. Vous voyez, mon acte de mariage, il est bilingue. Hein? Français, anglais. Tout est dedans. Il faut donc rester
Et c'est ça que la commission sur le bilinguisme et le multiculturalisme a développé. Comme première résolution qui m'a paru stratégique. Parce que cette question de si un anglophone vient faire son examen du côté francophone et qu'on écrit son diplôme en français, évidemment, ça va poser problème. Bon, mais si on écrit son diplôme en français et en anglais en même temps, et que les diplômes des francophones sont écrits en français et en anglais en même temps, en veillant, parce que pour ménager suffisamment les susceptibilités, vous voyez dans le certificat là, montrez-moi le CP là, voir. Vous voyez, voilà le certificat. Vous voyez que le certificat en français, c'est un très gros caractère, d'accord, et même en gras. Puis, les imprimeurs de l'époque ont diminué un peu pour les Anglais. Mais ils sont là. Mais il ne faut pas faire ça. Parce que les susceptibilités, c'est couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui saisissent le moindre petit détail pour vouloir faire et le fédéralisme ou alors il faut donc que ça ait le police ait même les mêmes caractères, quitte à avoir des diplômes un tout petit peu plus grands. Je vais donc dire autre chose. Oui. Pendant que dans la commission de centralisation, qui avait été envahie, parce que je vous dis qu'il n'y avait que 62 membres, j'étais l'avant-dernier, mon nom était l'avant-dernier. Bon. Mais les gens sont venus de partout pour occuper cette commission. Puisque c'était autorisé. Et à dessein, oui, c'était autorisé, mais ce n'était pas non plus autorisé pour que ça serve de calcul. Or, ce qui s'est passé dans la commission de centralisation, c'était un calcul fait par tous ceux qui ne voulaient pas qu'on aboutisse au quota. Et quand on est en train de m'empêcher de faire entendre la nécessité pour qu'à l'occasion des élections, conformément aux dispositions de la Constitution, qui prévoit que l'État préserve les droits des populations autochtones. Ce n'est pas un chimère, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. L'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. J'étais donc en train de demander que, non pas qu'on prenne une nouvelle loi, mais qu'on revoie le code électoral dans son article 164. Et l'article 164 dit quoi? Alinéa 4-5. La déclaration de candidature mentionne l'indication de la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution des listes de candidats. C'est vrai pour les élections législatives, c'est vrai pour les élections... J'étais en train de dire que le littoral connaît donc des spécificités. Si on veut parler de spécificité, le littoral en connaît. Le littoral est la seule région où on trouve des situations complètement inédites. Je vous donne l'exemple de Vouri-Est. Vouri-Est, c'est 3 cantons. Et les cantons existent légalement au Cameroun. Le canton à quoi? Le canton Bassa-Vouri, c'est-à-dire le canton de Bassa du Vouri, le canton Bakoko. Ce sont ces 3 cantons-là qui constituent la circonscription aux élections législatives qu'on appelle Vouri-Est. Cette circonscription a 4 sièges à l'Assemblée nationale. Mais à cause du flou qu'il y a dans cette disposition du code électoral, eh bien, les partis politiques présentent des listes de candidats de telle sorte que, à la sortie des élections, ce que nous avons obtenu, c'est que des 4 sièges d'une localité du littoral, d'une localité, un village ou 3 villages de population autochtone, les députés Sengahan Isaac, qui viennent de l'Ouest, Nietzsche Jean-Michel, qui vient de l'Ouest, Soblaza, qui vient de l'Ouest, et puis Madame Pokossi, seule. Il y a là-dedans une injustice. Et j'ai demandé aux membres de la commission d'écouter ce verset biblique que je leur avais gardé, sorti de Lévitique chapitre 19 verset 15. Vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Très bien. Ne commettez pas d'injustice. Et je termine s'il te plaît. Oui, pour terminer. Pour terminer donc par rapport au statut particulier. Oui. Quand vous faites... Moi je ne demande pas de statut particulier, je demande la prise en compte des réalités. Quand vous décidez de créer un statut particulier, au nord-ouest et au sud-ouest, les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest deviennent des citoyens particuliers. Et s'ils sont des citoyens particuliers, eh bien,
L'histoire de l'humanité nous montre que dans aucun pays, ceux qui ont des statuts particuliers ne sont jamais devenus présidents. Parce que le statut particulier consacre le caractère minoritaire. Or, je suis de ceux qui veulent qu'un anglophone devienne président. Parce que les francophones ont déjà dirigé ce pays 60 ans. Vous allez réagir. Et si nous continuons à laisser les anglophones de côté, comme des blancs des États-Unis laissaient les noirs de côté, vous voyez qu'il y a une espèce de catharsis aux États-Unis avec l'arrivée d'Obama. Une fois que les blancs américains eux-mêmes ont œuvré pour qu'un noir devienne président, l'idée que les États-Unis sont un peuple raciste s'est estompée. Faisons et préparons-nous à faire en sorte que demain, il soit possible qu'un anglophone devienne président. Pour cela, ne donnons pas à un anglophone un statut de Camerounais particulier. Il faut qu'il reste un Camerounais à part égale avec les autres. Merci Abel. Bertrand, sur les commissions, il y a celle de la reconstruction, du retour des réfugiés. C'était également des commissions souhaitées par la plupart des Camerounais. De ces commissions et des résolutions qu'on a pu écouter, vous avez le sentiment que ça peut se décrisper sur le terrain? Ça peut se décrisper. C'est même ça a été d'ailleurs. J'ai souvent été très dur avec une partie de l'Église catholique parce que l'Église catholique a eu un comportement très ambigu au début de cette crise. Ils étaient les premiers à fermer leurs écoles alors qu'on n'était pas dans un climat d'insécurité totale. Mais je rends hommage au cardinal Tchoumi. Il va mener sa commission avec beaucoup de doigté. Il va même se proposer de pouvoir être à la tête d'une délégation de ceux qui pourront aller chercher en fait les Camerounais à l'étranger. Vous avez également des commissions où on a fait, la célèbre commission sur la décentralisation, où des propositions étaient relativement intéressantes. Cette histoire de délégués de gouvernement, tout le monde sait à peu près quand est-ce que ça arrive, les agendas qui étaient derrière, et ces délégués du gouvernement n'ont rien fait pour faire défendre leur cause. Beaucoup sont devenus, entre guillemets, c'est-à-dire que des maires commerçants, des bons gestionnaires de marché, souvent relativement douteux. Donc, ils n'ont rien fait pour pouvoir avoir un comportement vertueux qui fait qu'à un moment donné, il faut aussi mettre les yeux. Mais sauf que M. Abel Mbiloubé a fait une déclaration qui m'avait intéressé. C'est que les collectivités centrales territoriales décentralisées, M. Abel Mbiloubé, ça reste toujours des démembrements de l'État. Et moi, je crois que l'État doit toujours avoir ces gens qui nous disent que non, vraiment, il faut vraiment, l'État doit partir. L'État, non, laissez-nous gérer nos affaires. Mais non, parce que quand il y a dérive, qu'est-ce qu'il y a dérive? On se retourne relativement vers l'État. Et on a des comportements de certains maires relativement assez curieux. Devant ma résidence, en ce moment, il se trouve un marché que dit-on que pour en fait régler les problèmes de voirie urbaine de la ville de Douala, on demande à l'entreprise, mais vous venez d'où? Et nous explique qu'on ne sait pas. Nous traitons avec le maire de Douala. C'est tellement compliqué. Vous avez des gens, vous garez votre véhicule, vous avez 50 personnes qui sautent sur vos roues. Ils vous expliquent qu'ils traitent en quelque sorte avec la mairie pour un problème de stationnement dont on n'a jamais vu les investissements. Donc, relativement, autre chose qu'il faut saluer dans ce grand dialogue a été la participation de la diaspora. La diaspora a toujours eu l'impression, en fait, qu'on l'a marginalisée. Elle y est venue, elle a parlé à cœur ouvert, elle a dit ce qu'elle en pense. Il faut retenir totalement que ça a été très intéressant. Ces problèmes de double nationalité, je suis relativement sceptique là-dessus. La double nationalité, c'est quelque chose qu'il faut manier avec beaucoup de droiture. Je prends un exemple simple. Peut-on accepter au Cameroun un chef de l'État qui a la double nationalité? Franco-camerounais. Moi, Bertrand Tassida, je ne peux jamais l'accepter. Pas que je le soupçonne. J'estime qu'il n'est pas Camerounais à part entière. Et qu'à un moment donné de sa vie, il est allé faire allégeance à un autre pays. Ça peut être idiot ce que je dis. Est-ce qu'il faille que ceux qui ont la double nationalité puissent véritablement s'investir dans la vie sociale et dans la vie économique, à condition de dire que la politique, à un certain niveau de gestion d'affaires, il faut véritablement être Camerounais. Ou
il faut donner avec, on va arriver tout à l'heure, les enjeux géopolitiques aujourd'hui et la façon dont ceux qui ont plus de pouvoir que vous, une force militaire, une force diplomatique, le droit de veto au Conseil de sécurité, peuvent vous fourguer un de leurs ressortissants au titre de la double nationalité en disant, avec tout ça, se mettre en alliance et vous imposer un chef de l'État. Rappelez-vous, ici, une célèbre avocate qui se retrouvait dans les griffes de la justice. Elle était camerounaise quand il fallait aller au ministère des Finances et négocier en fait des pouvoirs pour travailler pour l'État du Cameroun. Quand elle va aller avec ses complices, M. Abel Lumbilombe, distraire nos ressources et nos deniers publics, nos maigres deniers publics, elle va vite faire de nous crier qu'elle a une nationalité qu'elle a obtenue quand elle était en prison. J'ai pu mon dossier avancer, je l'ai obtenu, j'étais incarcéré. Eh bien, on va agiter un certain nombre de lobbies, on va agiter des gens au Quai d'Orsay qui vont expliquer que non, vraiment, on veut laisser notre ressortissant venir purger sa prison. Des nationalités refuges, on n'en veut pas. C'est-à-dire qu'on est Camerounais le jour, quand il faut négocier les marchés, quand il faut avoir des positions de pouvoir, et une fois qu'on se lance dans la plus grande crapulerie, on vous brandit en vous expliquant que non, je suis français, excusez-moi, je dois rentrer à Paris, en fait. Donc voilà des résolutions pour lesquelles nous sommes contre et on s'oppose. S'il te plaît, je veux simplement Non. je veux Oui. prier de saluer l'importance que le sénateur Pierre Fambo-Gayap a joué. Oui. Lorsque le malentendu semblait être cristallisé sur ces gens, comme disait Bertrand, qui ne veulent pas l'État, qui conçoivent la décentralisation pour qu'elle soit bien à leur sens. Il faut récuser complètement. Vous savez, l'article, les gens se sont appuyés sur l'article 58 de la Constitution. Il est dit, dans la région, un délégué nommé par le président de la République représente l'État. Oh là là! Vous avez des gens qui sont venus de la diaspora, qui appuyaient cette idée, et d'autres qui sont d'ailleurs des maires et des élus locaux, qui disaient, jamais on ne peut pas, on ne veut plus, on ne veut pas de l'État devant nous. C'est à ce moment que Pierre Fambo-Gayap monte donc au créneau pour appeler et apaiser les esprits et dire aux gens, mais attention, le président de la République n'a pas dit que quand on va mettre les régions, ce sera forcément les gouverneurs tels qu'ils sont là aujourd'hui. On a dit le président de la République va nommer un délégué. Il peut donner à ce délégué un nouveau nom qu'il voudra. Mais vous ne pouvez pas vouloir que des parts. C'est le président de la République qui est l'élu de la nation. Pas votre maire, pas votre conseiller régional, pas votre président de conseil régional. Et cette intervention de Pierre Fambo-Gayap a été décisive pour clarifier le rôle de l'État. La commission de la diaspora, nécessaire. Pour dire un mot, pour qu'on avance rapidement dans le débat. Du réseau des patriotes camerounais qui est dans 6 pays dans la diaspora. Est-ce qu'il n'y a pas des craintes sur la question justement de la reconnaissance de la double nationalité? Bertrand Tatsinda semble très inquiet quand même. Nous étions dans le cadre d'une palabre. Oui. Il fallait laisser les gens s'exprimer. Et il était tout à fait normal que les gens, ceux qui sont arrivés, puissent poser le problème que beaucoup de compatriotes rencontrent. Mais ce que certains ont éludé en posant les problèmes, c'est la question sécuritaire. Oui. Et la double nationalité qui est voulue aujourd'hui, parce que j'ai fait partie de cette commission, renvoie à la question sécuritaire. Parce que moi, je prends un schéma simple. J'en ai discuté avec certains membres. Il y a environ 3 compagnies internationales qui atterrissent chaque jour ici avec pratiquement un flot de 1000 passagers. Imaginez que là-dedans, il y a 1000 Camerounais. Voilà, qui peuvent aller et venir. Chacun a la possibilité d'avoir sur lui 10 000 euros. Vous avez en une journée 650 millions qui entrent au Cameroun. Ça veut dire en un mois, c'est des questions de milliards. Et c'est avec l'argent qu'on déstabilise un pays. Donc, ça veut tout simplement dire que la question de la double nationalité, moi personnellement, j'ai dit, elle doit être analysée avec beaucoup plus de profondeur. Parce que je ne peux pas dire ici qu'elle est bonne ou elle est mauvaise. Mais ce que nous devons tenir en compte, c'est la question sécuritaire. Parce que ce sont les hommes qui portent l'argent. Et à ce que je sache, et pour les informations en ma possession, cette question qui a été évitée depuis a pu sauver le Cameroun jusqu'ici. Parce que si
cette double nationalité était jadis acquise, la situation aurait été encore plus compliquée parce que l'argent a circulé. Mais toutefois, il faut relever que la diaspora, d'abord, il faut la saluer parce qu'elle est venue en grand nombre des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et même de l'Afrique. Parce que les gens oublient souvent qu'il y a une diaspora africaine. Et il y a des problèmes qui ont été posés, dont un problème est à solutionner au plus rapide. Notamment le guichet unique qu'ils ont souhaité. Ça, c'est les questions administratives. Il faudrait qu'on rassemble autour d'un guichet des facilités pour que les gens puissent faire des papiers et tout et tout. Et je me suis réjoui hier parce que beaucoup de choses sont faites mais ne sont pas toujours dites. Le premier ministre chef du gouvernement, Chief John Gouté, a instruit. Parce qu'il y a des Camerounais, nos compatriotes, dans la diaspora, qui changent de nom une fois qu'ils sont arrivés là-bas. Parce que les gens ne disent pas souvent les réalités de la diaspora. Nous y allons. Vous comprenez? Mais le Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, a instruit que si vous changez de nom là-bas, et que quand on retrouve ici, on retrouve votre filiation, dont je m'appelle M. Tatinda ou M. Ongene, et que là-bas, vous êtes devenu M. Bertolo, qu'on vous facilite l'émission d'un passeport. Vous comprenez qu'il y a des facilités comme ça parce que nous sommes dans un monde contemporain, globalisé, qui va avec ses réalités. Ceci dans les intérêts du développement parce que... Je voudrais permettez... ce que vous dites que le Premier ministre a ordonné. Il a instruit. Que les gens non, vous savez, il y a des... leur nom. Non, c'est pas ça. Vous savez, vous l'appelez Ongene au Cameroun, vous avez la nationalité camerounaise parce que vous avez pris la nationalité française, vous vous appelez Berthold maintenant en France. Vous appelez Ongene. Il y a des gens, par exemple, qui arrivés là-bas, ils réduisent des âges. Il y a des problèmes comme ça. Voilà. Nous sommes déjà dans le délit là. Non, faites très attention. Ce n'est pas une question de délit. Parce que quand vous êtes à l'étranger, vous avez besoin d'une carte consulaire. Vous voulez renouveler votre passeport, par exemple. Le passeport se renouvelle au Cameroun. Oui. Maintenant, à partir de là-bas, vous avez vu des cartes d'identité qui ne sortent pas. Par exemple. Elles ne sortent pas parce qu'il y a double identité. Non, mais il y a un problème. Il faut bien... Non, permettez. Monsieur Elimbi Lobert. Monsieur Elimbi Lobert. Ce que je voudrais dire, c'est que ça, ce sont les problèmes spécifiques à la diaspora. Non. Excusez-moi. Oui, mais c'est eux qui créent ça. Docteur, sur cette question de la double nationalité, vraiment, il est important de le comprendre. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement ouvre des facilités, des couloirs. Et il est important aujourd'hui qu'ils aillent plus loin à travers des guichets comme celui qui a été proposé. On va synthétiser. Docteur Marcelin, sur les résolutions. Mais il y a des gens qui sont bloqués. On n'est pas dans un duel. Non. Vous pouvez ne pas avoir votre passeport parce que votre nom a été mal écrit. Serge Anthony, s'il vous plaît. Alors, Serge Anthony, permettez, Abel. Mais c'est des facilités que le Premier ministre a permis avec la DGSN. Docteur Marcelin, c'est pas sur les un résolutions, transfuge d'identité. C'est pas un transfuge d'identité. La question justement de la diaspora camerounaise, la question de la double nationalité fait partie des résolutions qui ont été faites au cours des assises de Yaoundé. Il y a aussi l'agence de développement doit être qui est très important. C'est un sujet hautement épineux. On sait également que la diaspora peut maîtriser la technologie, le transfert des fonds également, et on en a besoin pour le développement du pays. Cette commission également, c'est une commission que vous avez scrutée de près. Les résolutions vous ont paru suffisamment pertinentes? Il y en a eu 8. Oui, en fait, ce qui nous a intéressé, c'est la participation de cette diaspora à ce dialogue. Ils sont venus nombreux, ils ont participé. Ouais. Comme on a dit, c'était un dialogue. Bon, ils se sont exprimés. Bon, maintenant, comme me disait le camarade en face, il y a un problème sécuritaire. Ouais. Quand le problème sécuritaire se pose, c'est l'État. Ouais. Il n'y a pas de solution. Donc l'État ne peut pas laisser cette situation de double nationalité parce que, comme il a pris des exemples concrets qui sont là, quand tu as dit que quelqu'un aujourd'hui pose un acte, il est camerounais. Dès qu'on récupère là, la justice vient là, il te dit non, moi je ne suis pas camerounais, voilà. Et puis c'est les institutions internationales qui nous tapent dessus. Non. Nous allons, et quand Ongene a parlé, mon voisin, mais je comprends même qu'il y a même une entourloupe quelque part. Parce que
Il vient de nous l'expliquer, nous ne sommes pas de la diaspora, mais il vient de nous dire comment est-ce qu'il fonctionne. Non, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es Bemba Marcelin ici au Cameroun. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui. Monsieur Écolon. Et comment Non, c'est... c'est pas de ça que je parle. Il y a aussi de ça. Non, Il y a aussi non, de ça. il y a peut-être de ça, mais C'est je moi qui avais voudrais la parole. rectifier. Permettez-moi une Oui, seconde. vous êtes... Des gens ont des problèmes ici parce que leurs noms ont été mal libellés sur les cartes nationales d'identité. Mais Voilà. en quoi Ça est-ce se que pose ça maintenant. Non, quand vous êtes à l'étranger, Non. pour avoir un passeport, vous avez 3 mois. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Donc, quand quelqu'un, un diasporien, se retrouve de l'autre côté, et quand il émet, ça arrive au Cameroun, ça bloque parce qu'il y a une virgule. Il y a N qui manque chez Tatinda. Ça a été une erreur. Et il ne peut pas se déployer parce qu'il est, par exemple, émigré clandestin. C'est des problèmes qui ont été posés. Et c'est dans ce sens-là que je dis que le Premier ministre a dit, si l'ensemble des éléments sont avérés, il faut libérer le passeport pour que le passeport retrouve la personne. Ce n'est pas une autre identité. Je n'évoque pas la question de double identité. Voilà. Tout simplement des couloirs de facilité que le Premier ministre instruit. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont réclamer leur carte d'identité. On est d'accord sur ce point. C'est de ça que je parle. Tout à fait, nous sommes d'accord. Mais je voulais seulement vous dire aussi que si la carte parfois ne sort pas, ça veut dire qu'il y a double... Non, pas toujours, il y a des erreurs. Il y a des également double identité. S'il vous plaît. Ne descendez pas à ce stade. Si les cartes d'identité... Non, ça on est d'accord. Je vous rappelle que les chefs sécessionnistes sont aussi de la diaspora. Mais ils sont même nocifs. Non seulement ça, Alors, je vais... Nous les combattants. Abel, sinon, je veux juste... non, on va évoquer Abel, Je ne voulais pas Abel et insister. Limbi, s'il vous Je plaît. voulais pas Non, insister. Abel et Limbi, non, sinon on n'est plus autour d'un plateau de télévision. Non, il y a une diaspora et on est négative dans un aussi pour monologue. Cameroun. Abel, s'il vous plaît, permettez que je coordonne le débat. Je vous en prie, je sais que c'est très passionnant, les assises de Yaoundé, mais permettez qu'on avance et vous aurez votre temps de parole, s'il vous plaît. On a reçu plusieurs réactions des téléspectateurs et il est tout à fait normal qu'on en évacue quelques-uns. On a reçu plusieurs réactions. Je vais donc me faire le devoir de les évacuer. Vous allez poursuivre le débat. Je suis anglophone du Nord-Ouest, mais la vérité, c'est que ma région est à 90% responsable de cette maudite crise. C'est Fofana qui nous a écrit ce message. Comme le disait Aimé Césaire, l'heure est de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes est venue. C'est Toussaint Mboka Tongo de Douala qui nous a écrit ce message. J'ai du mal à aller jusqu'au bout de vos idées. Bonjour, messieurs. Bertrand parle de la vérité. C'est le futur président. Il n'est pas encore candidat à une quelconque élection. La diaspora et l'Église n'ont rien à voir avec le débat national. Il faut toujours signer vos messages si vous voudrez qu'on les rende publics. Bonjour à vous. Le Cameroun regroupe 10 régions et il est inadmissible que 2 régions aient des statuts particuliers. Si oui, nous, ici, Céleste, nous allons revendiquer et plus que ces anglophones. Merci à vous, monsieur Omvanda, Paul, enseignant de mathématiques dans la ville de Bertoua. Alors, greeting to you. At the studio, we have talk and we continue to talk with no action or progress. What was the use of the dialogue? It's a new constitution. Alors, vous avez continué à écrire pendant que nous lisons ces réactions des téléspectateurs. Alors, j'y étais. It's a new constitution was not drawn up. How possible is the implication of this so-called special stature? The Southern Cameroon leaders are still looking up. Will Mr. Leader are all free in the special stature? Votre message est suffisamment long. Hein? J'ai du mal à aller jusqu'au bout, mon cher. Continuez donc à réagir à cette émission ce dimanche. Nous remercions le chef de l'État d'avoir libéré tous les détenus politiques, mais j'invite toutes les autorités de respecter ce qu'ils ont dit, car toute la nation est debout en attendant leur réaction. C'est Gabriel Joker dans le Noun qui nous a également écrit ce message. Nous ne prenons pas d'appel, s'il vous plaît, dans le cadre de cette émission. Bonjour le studio, vraiment grand merci à M. Limbi Lobet pour ses éclaircissements. Autre message, bonjour le Cameroun, vraiment réussi le dialogue national est une réussite. Bonjour, le régime spécial octroyé au Nozo va contaminer le reste des régions.
au nom de quoi les 8 régions francophones ne peuvent pas également revendiquer un régime spécial. C'est M. Foba de Douala qui nous a écrit ce message. Autre message, félicitations à M. Elimbi Loubet, mais également à Bertrand Tatinda. Le message, malheureusement, n'est pas signé du téléspectateur qui nous l'a envoyé. Vraiment, Bertrand ne dit... Alors, j'ai du mal à aller jusqu'au bout de votre message, mon cher Paul, quoique ce message ait été signé par vous. Bonjour le plateau, belle analyse de mes grands frères Limbe et Bertrand. Vous êtes mes idoles. C'est Franck Ebele depuis Bonambapé qui nous a également écrit ce message. On va en un mot, on n'a pas pu aborder les deuxième et les troisième thématiques compte tenu également de la dimension qu'on a accordée au grand dialogue national. Mais on va dire un mot avec Bertrand Tassinza sur la dimension géopolitique des assises de Yaoundé. Que peut-on en tirer? Est-ce que cette concertation peut constituer un cas d'école dans le cadre de la résolution des conflits en Afrique? La première des choses qu'il faut dire, c'est qu'on a mis la fameuse communauté internationale face à ses responsabilités. Et la réaction de l'ambassadeur américain, il y a quelques jours, en dit tout, en dit long pour nous. Oui. Les assassins reviennent toujours sur les lieux du crime. Nous étions les premiers à dire que cette histoire a été vendue aux enfants. Ça a été tissé à l'étranger. Et le président va le dire dans son discours, qu'une aventure certainement inspirée depuis l'étranger. Comment vous pouvez être ambassadeur des États-Unis, vous vous justifiez sur la base d'un Congossa, soit disant que les sécessionnistes auraient choisi M. Cohen, un ex-secrétaire d'État américain pour les représenter, et que les rumeurs courent que vous serez de mèche avec M. Cohen, vous l'encadrerez pour l'amener au grand dialogue. Qui vous a téléphoné? Regardez véritablement comment une puissance comme les États-Unis peuvent se ridiculiser par certains fonctionnaires ou vendeurs comment je vais dire, de crimes soutenus par ce que j'appelle l'industrie minière. Les États-Unis, c'est une grande puissance. Ils ont une grande culture. Le communiqué est véritablement mal rédigé, à la limite même truffé de fautes. Voilà la première dimension, la responsabilité de la communauté internationale. Deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus la notion de gendarme du monde. Ça n'existe plus. Monsieur Sanjo, vous avez regardé le défilé militaire de la République populaire de Chine? Ils vont sortir des missiles high-tech, 17 000 km de portée, puissance 10 fois supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima. Quand vous voyez ça, vous parlez encore de gendarmes du monde? Le problème syrien, 4 pays vont se réunir pour sceller la fin de la guerre en Syrie, mieux, pour la reconstruction de la Syrie. On va évaluer à 400 milliards de dollars. Pékin va dire j'ai la technologie et j'ai les moyens. Poutine va dire j'ai les moyens et j'ai la technologie. Jusqu'à l'Iran, il y aura, vous avez entendu parler du FMI et de la Banque mondiale? L'ONU, depuis pratiquement la fin de la guerre en Côte d'Ivoire, il n'y a plus jamais un problème qui a été porté au Conseil de sécurité et une résolution. Ça veut dire que l'ONU doit se réformer. L'ONU politique, c'est terminé, c'est mort. Donc si on ne réforme pas l'ONU, qu'est-ce qui vous dit que la Russie, la Chine, l'Iran, un peu la Turquie, peuvent dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est nous qui réglons de notre manière les problèmes du monde? Donc vous voyez que le Cameroun peut démontrer que, à l'issue d'alliances stratégiques fortes, avec un certain nombre de pays, arriver à résoudre ces problèmes. Souvenez-vous du débat qu'il y avait lors au Conseil de sécurité de la formule Ariane. Vous avez eu la Chine qui a eu une position très claire, d'expliquer que les problèmes du Nozo ne menacent pas la paix internationale. Donc s'il y a certains ici qui en toile de fond nous amènent à la formule Ariane, parce que demain ils veulent rédiger quelque chose pour amener au Conseil de sécurité, on va tuer ça dans l'œuf ici. Même la Guinée équatoriale, que nous saluons avec beaucoup de respect, va expliquer que personne ne s'y trompe. Nous sommes ici pour parler d'un problème purement humanitaire et de crise humanitaire. Les problèmes qui y sont à l'intérieur, la Chine va emboîter le pas. Et immédiatement après cette formule, l'ambassadeur de Russie et de Chine vont aller réaffirmer un soutien au ministre des Affaires étrangères camerounais. Donc vous voyez que ce dialogue-là aussi va consacrer véritablement la fin d'une certaine hégémonie, la fin de ce qu'on appelle le gendarme du monde. Aujourd'hui, vous avez des gendarmes du monde, vous avez des intouchables et vous avez des pays qui développent des capacités de résistance au point de dire niet à Washington. Très bien. S'il vous plaît, je demande à la réalisation de nous accorder très exactement 5 minutes, pas plus. J'ai reçu près de 200 messages. J'ai du mal à les évacuer
ce matin. Mais on va dire un mot sur la dernière articulation. Ce sera en un mot, Abel Elie Mbilobert. Et en un mot, je voudrais quand même que vous commentiez les propos qui ont été tenus par Maurice Kamto, qui a été libéré à la suite de la mesure prise par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il dit, je cite, « Je vous ai dit que je ne vous trahirai jamais. La lutte que nous menons est une lutte politique et elle se fera avec moi. Dans la paix, le grand chantier de la lutte politique que nous avons démarré est la lutte pour le respect, la lutte pour le respect des droits civiques et citoyens, la révision du code électoral afin que vous choisissiez les élus que vous voudriez. Je compte sur vous pour m'aider dans cette lutte jusqu'au bout, dans la paix. » Vraiment en un mot sur les propos tenus par Maurice Kamto dès sa sortie de prison. C'est un discours de nature à apaiser. Vraiment en un mot. Est-ce que pour réviser le code électoral, il fallait casser les ambassades? Merci. Donc ce n'est pas un discours d'apaisement. Vraiment, ce sera en un mot. C'est un discours de propagande. J'attendais de M. Kamto à sa sortie, lui-même et tous ceux qui l'accompagnent, un discours d'humilité. Or, je ne sens, il fait là une espèce de réactivation de ses troupes. En un mot. Mais personne n'a contesté à M. Kamto de faire de la politique, sauf que je lui dis que la Bible nous enseigne qu'on ne mange pas sur la table de Dieu et en même temps sur la table du démon. Docteur Marcelin, sur les propos tenus par Maurice Kamto, chef de l'État vient de procéder à la remise en liberté. C'est dans la dynamique des 333 personnes qui ont été interpellées, puis condamnées dans le cadre de délits commis dans les régions du Nord-Ouest. Paul Biya a rajouté une couche avec cette fois-ci la remise en liberté des cadres du MRC. En un mot, est-ce que le discours de Kamto cadre avec l'apaisement qui est tant souhaité au Cameroun? En un mot. Non, nous on s'attendait à ce genre de discours. Parce que, en fait, le président ayant libéré les gens qui ont fait des exactions, qui ont tué, voilà. On attendait que le président allait libérer Maurice Kamto. Et que le discours qui suit là, que le professeur Kamto fait et ses alliés, ils vont continuer à le faire. Mais nous sommes les mendiants de la paix. Donc nous allons accepter tout ce qu'ils vont dire pour qu'il y ait la paix dans le Serge Anthony Nguyen, en un mot, parce que la réalisation nous fait des grands films. En un mot, je vais dire quelque chose de très important. Vraiment en un mot. Oui, très important. C'est que la libération de Maurice Kamto a un impact important au niveau de la diaspora. Parce que le Cameroun s'est davantage divisé au niveau de la diaspora à cause de M. Maurice Kamto. Voilà, et ce que nous attendons de M. Maurice Kamto, c'est véritablement un discours d'apaisement, d'humilité, parce que c'est reparti sur la toile. Je le dis parce que nous avons engagé beaucoup de personnes pour aller protéger nos institutions au niveau des ambassades. Le 13, ça a été le cas à Paris. Récemment, encore le chef de l'État. Donc, monsieur Maurice Kamto doit jouer la carte de l'apaisement, de la douceur. C'est très important de le souligner. Et qu'il ne soit pas l'homme par qui les Camerounais doivent continuer à être divisés. Et moi, je vais chuter. Parce que le Cameroun et beaucoup de ce qui s'y passe, ça se joue sur la toile. Les chers frères et sœurs et sympathisants de Maurice Kamto, ils ont repris sur la toile. Nous ne voulons plus de ça. À la suite du grand dialogue national, il faudrait que les Camerounais se réconcilient. Ils se réconcilient avec eux-mêmes, ils se réconcilient avec leur pays. Et M. Kamto, sur ce pan, a un rôle à jouer. Je pense que la grâce dont il a bénéficié devrait l'amener dans cette voie. Et toutes ces troupes avec. Il n'est pas, comment je vais dire, le génie camerounais. Tous les Camerounais ont en eux des génies. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement être des mendiants de la paix. Nous devons appeler la paix de tous nos voeux et qu'ils se désolidarisent de la basse. Parce que la basse nous fait beaucoup de mal. Elle a fait trop de mal au Cameroun. La réalisation, ça, c'est important de le dire. Nous envoie la mire, si vous permettez, à la réalisation pour que... Non-événement d'un mauvais perdant qui ne veut pas reconnaître sa défaite. Donc, c'est un non-événement pour nous. Nous sommes engagés dans un processus de paix. Donc, non-événement pour nous. Merci aux millions de téléspectateurs qui suivent tous les dimanches cette émission politiquement incorrecte. J'ai reçu près de 200 messages. 1000 fois pardon si je ne suis pas arrivé à évacuer toutes vos réactions, mais 1000 fois... Merci également pour vos multiples contributions au débat constructif dans notre pays. Je veux remercier Abel Elie Mbilobert de la plateforme Kautal qui nous a rejoint
ce dimanche. Je remercie également Bertrand Tatsinza qui était là pour le compte du nouveau mouvement populaire, homme politique suffisamment étoffé. Je remercie également le docteur Marcelin Mbema qui était là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et finalement, merci mon cher Anthony Onguenier, Serge, qui nous a également rejoint. Vous étiez là pour le compte de la jeunesse républicaine. Merci d'être fidèle au programme de la télévision du monde. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.